Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau top 7. Et ce soir, nous allons nous atteler aux décors. Alors, les décors, à proprement parler, c'est probablement un des codes les plus importants de la saga James Bond. Et cela depuis un peu plus de 60 ans. Il est intéressant de constater dès le départ que sur 25 films produits par Eon Productions, 19 films ont été conçus avec les mêmes chefs décorateurs, c'est-à-dire à savoir 3 personnes, Ken Adam, Peter Lamont et Sid Kane. On est face là à 3 visions différentes de la façon de décorer un film, et c'est intéressant de revenir un petit peu sur la façon de concevoir de ces 3 personnes. Ken Adam, avant tout, c'est la vision un petit peu plus grand que nature, l'utilisation de matériaux naturels, notamment le bois, l'acier, le verre, l'utilisation de courbes, la volonté vraiment de faire quelque chose de très graphiquement travaillé. Et on l'a vu notamment sur des décors qui sont restés dans l'imaginaire collectif et dans la culture populaire. Le repère de Blofeld au fond d'un volcan dans On ne vit deux fois. Il y a eu aussi l'intérieur du tanker l'Iparus dans L'espion qui m'aimait, et naturellement sa dernière collaboration au sein de la saga James Bond, la station spatiale de Moonraker. Et justement, ce qui est intéressant de voir parmi tous ces décorateurs, c'est un petit peu le parti pris de Ken Adam pour un travail qu'on pourrait qualifier quelque part de, comment dirais-je, un petit peu entre deux mondes qui s'opposent, c'est-à-dire une vision très manichéenne, très binaire, c'est-à-dire d'un côté des décors vraiment très cosy, très rassurants, très confortables pour tout ce qui concerne l'univers dans lequel gravite James Bond, et le très bon exemple à ce sujet-là, c'est Dr No, quand on prend par exemple la salle de casino au début du film, ou le bureau de M, ou par exemple sa chambre à la Jamaïque, etc. On est vraiment sur une ambiance très sécurisante, très réconfortante, là où en parallèle, dès qu'on arrive du côté du méchant, etc., on a quelque chose tout de suite de plus froid, de plus austère et d'un petit peu inquiétant. Un petit peu à l'instar de la salle de réunion, conférence, de torture du Dr No, avec cette énorme grille au plafond qui donne l'impression d'une énorme cage. Et ce qui est paradoxal, c'est que quand on prend par exemple les appartements privés du Dr No, on a un petit peu le mélange de ces genres-là, c'est-à-dire quelque chose de très confortable, avec la cheminée, des beaux meubles, des toiles de maître, etc. Et en parallèle, cette espèce d'énorme aquarium dans laquelle les poissons ont l'air beaucoup plus gros qu'ils ne sont. Et voilà, il y a le côté vraiment inquiétant, etc. Bon, après, c'est vrai que cet aquarium, il n'est pas sans faire penser naturellement à l'univers du Capitaine Nemo, inspiration d'ailleurs que Ian Fleming, à propos du roman de Jules Verne, 20 milieux sous la mer, avait revendiqué lui-même. Ce côté, oui, Capitaine Nemo, etc. Voilà, un côté très inquiétant, mais très rassurant, parce que les deux personnages évoluent au même instant. Et c'est ça qui est très intéressant dans le travail de Ken Adam. Et je veux dire, bon, on le retrouvera aussi dans d'autres films, mais d'une manière nettement moins marquée. Et c'est ça qui est intéressant dans le travail de Ken Adam. Et pour ceux qui s'intéressent un petit peu au travail de Ken Adam, je ne peux recommander, bon, même s'il existe énormément de livres sur son travail, que dernièrement, le livre qui a été publié par les éditions Taschen, qui coûte 850 €, donc ce qui n'est pas un livre à la portée de toutes les bourses. Bon, effectivement, il est entièrement illustré en couleur, il contient beaucoup d'archives, de croquis, de dessins de la collection personnelle de Ken Adam, qui sont d'ailleurs actuellement exposés au Dutch Cinematic de Berlin. Voilà, donc un livre vraiment très intéressant qui est sorti dernièrement, qui est toujours disponible, mais qui malheureusement, compte tenu de son prix, reste relativement inaccessible. Bon, cela dit, ça peut toujours être intéressant pour des fans de cinéma, d'art moderne, d'architecture, ou tout simplement des fans de James Bond. En parallèle à ça, on a Sid Kane qui a travaillé sur 3 films, Bon baiser de Russie, Vivre et laisser mourir et Au service secret de Sa Majesté. C'est plutôt le côté pratique, et comme bon exemple, naturellement, c'est la salle à manger du Piz Gloria dans Au service secret de Sa Majesté. Et le troisième homme, c'est Peter Lamont, qui a travaillé d'ailleurs souvent avec Ken Adam. C'est le côté vraiment réaliste. Ken Adam et Peter Lamont ont travaillé des Goldfinger ensemble, notamment pour la partie Fort Knox, etc. Et Peter Lamont, ce côté réaliste, il l'a utilisé durant 9 films. C'est-à-dire qu'à ces 3 hommes, 19 films sur 25. Et c'est super intéressant parce que quelque part, je pense que ça a marqué une forme d'unité au sein de la saga James Bond.
Et je vais revenir un petit peu et très brièvement sur la carrière de Ken Adam, qui est un juif allemand qui a fui avec sa famille l'Allemagne nazie dans les années 30, qui est devenu citoyen britannique, qui a été pilote au sein de la RAF et qui ensuite est rentré dans une carrière cinématographique. Il a travaillé à 2 reprises avec Stanley Kubrick, notamment sur Dr. Folamour en 1962 et plus tard sur Barry Lyndon en 1975, pour laquelle il a été oscarisé. Et les 2 hommes sont devenus au fil du temps de très bons amis, mais Ken Adam a décidé de ne plus travailler avec Stanley Kubrick parce que les contraintes techniques, les demandes du réalisateur étaient pour lui trop poussées, demandaient des masses de travail trop importantes, etc. Mais cela dit, ça n'a pas empêché aussi les 2 hommes, compte tenu de leur amitié et de leur proximité, de travailler sur 2 James Bond, ce que beaucoup de fans ignorent. Alors, la première information, je voudrais débunker tout de suite, Stanley Kubrick n'a pas été employé comme consultant pour l'éclairage sur L'espion qui m'aimait, mais simplement pour aider Ken Adam à positionner simplement les éclairages à l'intérieur du tanker l'Iparus dans L'espion qui m'aimait. Rôle qu'il a aussi mené, et personne ne le savait, sur On a eu 2 fois, à l'intérieur du cratère de Blofeld dans On a eu 2 fois. Et je veux dire, cette proximité, quelque part, a engendré quelque part quelque chose qui a été une forme de réalisation dans le monde du cinéma absolument unique. Les 2 hommes, malheureusement, au-delà de Barry Lyndon, n'ont plus travaillé ensemble pour les raisons que je viens d'évoquer. Mais cela dit, ça n'a pas empêché à Ken Adam de travailler sur d'autres films pour lesquels il a été oscarisé une 2e fois, c'est-à-dire 20 ans plus tard, après Barry Lyndon, c'est-à-dire pour le film La folie du roi George. Voilà, ça donne un petit peu le pédigré un petit peu de ce qu'était Ken Adam, qui nous a quittés en 2016, il y a maintenant presque 20 ans. Et au-delà de ça, je pense que Ken Adam a apporté une forme de quelque chose qui était un petit peu hors du commun au sein de films de divertissement. Ken Adam, effectivement, c'est la station spatiale du Moonraker, c'est l'intérieur du l'Iparus, c'est le volcan de On a eu 2 fois, mais c'est aussi la salle de la centrifugeuse dans Moonraker, c'est aussi la salle de Blofeld, la salle de réunion de Blofeld dans On a eu 2 fois, le métro de Tanaka dans On a eu 2 fois toujours. Enfin, c'est pas mal de choses, c'est peut-être une 50aine de décors au sein de la saga, et je pense qu'il a apporté quelque chose que tous les chefs décorateurs derrière lui ont essayé de faire perdurer, etc. C'est-à-dire la volonté vraiment de donner quelque chose qui soit absolument hors du commun. Relais qui a été pris derrière par Peter Lamont et d'autres chefs décorateurs derrière, avec plus ou moins de réussite, avec plus ou moins de succès, etc. Mais ce n'est pas l'objet de cette chronique ce soir. Ce soir, comme je vous le disais, c'est de faire un petit peu un classement qui sera naturellement tout à fait personnel des plus beaux décors de la saga, ou du moins des plus remarquables. Et je vous propose tout de suite de démarrer par le top 7 de mon classement. Eh bien non, on ne va pas attaquer tout de suite par mon numéro 7. Je vais quand même vous préciser 2 choses qui me semblent importantes. La première chose, naturellement, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de commenter, de partager, de liker, etc. C'est important, ça nous aide au référencement. Et on l'a vu depuis ces dernières semaines, on est de plus en plus nombreux au sein de cette chaîne. Je veux dire, je tiens aussi à vous en remercier. Et une dernière chose que j'avais oublié de préciser, et c'est très important selon moi, je parlais tout à l'heure de Stanley Kubrick, qui a participé aussi bien au positionnement des éclairages du volcan d'On a eu 2 fois et du l'Iparus, du tanker l'Iparus dans L'espion qui m'aimait. Ça s'est fait systématiquement au nez et à la barbe des différents directeurs photos. Freddy Young pour On a eu 2 fois et Claude Renoir pour L'espion qui m'aimait. Voilà, c'était une petite précision comme ça et on enchaîne tout de suite sur mon numéro 7 de ce classement.
Ben voilà, Mourir peut attendre est l'archétype du film qui forcément n'est pas apprécié par le plus grand nombre, même si ça a été un grand succès au box-office, qui n'est pas forcément très apprécié par les fans. On va pas se raconter l'histoire, mais je veux dire, Martin Huxley, qui s'est occupé des décors, a essayé de construire quelque chose de relativement abouti. Et je pense que le décor du jardin de la mort, qui est inspiré très vaguement du roman de Ian Fleming de On dit deux fois, est quelque part une synthèse. Et le décorateur lui-même l'a reconnu. Pour les décors intérieurs, il s'est plutôt inspiré du travail de Ken Adam, et pour les décors extérieurs, plutôt du travail de Peter Lamont, tout en sobriété, etc. Et je pense que ce décor qui constitue l'endroit final de la conclusion du film est quand même assez remarquable. Parce que, je veux dire, on peut critiquer Mourir peut attendre, mais je veux dire, d'un point de vue photo, d'un point de vue réalisation et d'un point de vue décor, le film est pour le coup totalement inattaquable. Et ce décor-là, moi je l'aime beaucoup parce qu'il est sobre, il est bien éclairé, parce que l'utilisation de pierres naturelles, etc., de plantes vertes en arrière-plan, etc., ça renvoie quelque part à une forme de sobriété digne de Peter Lamont, mais aussi à des contrastes qui étaient l'apanage de Ken Adam. Et finalement, je pense que le chef décorateur a compris quelque part l'essence de ce que doit être un décor de base secrète d'un James Bond. On a eu des exemples dans la saga avec l'utilisation notamment dans des endroits très différents, où on avait à la fois du bois traité, très sombre, etc., très antique, très ancien, et à côté de ça, des choses complètement incongrues, du verre, de l'acier, etc. Ça, c'était l'apanage de Ken Adam, et j'aurai l'occasion d'y revenir. Toujours est-il que ce décor dans Mourir peut attendre, ben, je le trouve avec cette espèce de rond qui se remplit d'eau, etc. Ben, je trouve ça super intéressant graphiquement. Et je veux dire, je pense que les décors de Mourir peut attendre sont une grande réussite. Et je pense que cette scène-là et ce passage-là, celui que je viens de vous diffuser, ben, il participe quelque part au rayonnement de la saga, même si c'est très différent de ce qu'on avait vu avant. Et même si le traitement du film et le final du film est très différent. Mais je veux dire, je pense que ça ne pêche pas, ça ne fait pas tâche, etc. On est clairement, et à la vision de ce décor-là, on sait clairement et on peut s'identifier clairement dans un James Bond. Good evening, Mr. Bond. Blofeld. Good evening, 007. Double jeopardy, Mr. Bond. You killed my only other double, I'm afraid. After his death, volunteers were, understandably, rather scarce. Such a pity. All that time and expense, simply to provide you with one mock heroic. Alors, pour mon numéro 6 de ce classement, j'ai choisi tout simplement quelque chose qui me semble relativement basique, etc. Après, certains pourront me reprocher de tomber dans la facilité, etc. J'ai choisi l'appartement de Walter White des Diamants sont éternels. Alors, je veux dire, bon, tous ceux qui sont fans de la saga savent très bien que effectivement, il y a une utilisation de carreaux en acier inoxydable qui ont été importés d'Allemagne, etc. Mais ce décor-là, honnêtement, il est super intéressant parce que là encore, c'est le parti pris de Ken Adam d'utiliser des matériaux naturels. L'acier, le verre, le bois. Je veux dire, ce décor-là, avec l'espèce de sphère au centre, tout en verre, avec les différentes activités de Weird White, etc., ça a été repris en forme de clin d'œil dans Meurt un autre jour. Mais peu importe. Mais je veux dire, ce décor-là, il est super intéressant parce que, je veux dire, il y a vraiment une volonté de faire quelque chose de différent, pas forcément ancré dans les années 70, mais qui soit à la pointe du modernisme, un petit peu à l'instar de tout ce qu'a fait Ken Adam
pour la saga de James Bond. Et ce décor-là, l'utilisation du monte charge, du coffre-fort, tout en acier inoxydable, etc. Avec les boiseries, le fauteuil de Blofeld, le bureau, etc. Ça, comme le dirait Anderson dans Nuit de foi, j'aime beaucoup ce mélange de styles. Je suis adepte de ce genre de vieillerie, ou quelque chose comme ça. Je ne pourrais pas vous reciter la citation telle quelle, je ne suis pas un fan hardcore à ce point-là. Mais toujours est-il que il y a quelque chose qui marque dans ce décor, c'est quelque part une forme d'austérité et de froideur. Parce qu'il y a l'utilisation de l'acier, du verre, alors que à travers les vitres extérieures, on peut voir le désert du Nevada. Et ça, c'est pour le coup super intéressant. Et c'est la grande richesse, selon moi, du travail de Ken Adam, qui a travaillé aussi sur le même film, sur le design du Bafo-Sub, le sous-marin de Blofeld, mais aussi du Moon Buggy, etc. Enfin, plein de choses comme ça. Et je pense que ce décor-là, je veux dire, malgré que le film ne soit pas apprécié, ben pour moi, il reste remarquable. Après, je ne sais pas s'il a marqué la culture populaire, mais pour moi, il reste parmi les grands décors de la saga. Now you're beautiful. I'm sorry if you feel less than comfortable, but you have a tendency to violence that has to be controlled. What is it? I have to report, sir, a breakout by some of the prisoners. That is unfortunate, Captain. However, sir, we now have the situation under control. Pour mon numéro 5, j'ai choisi, bon, encore une fois, peut-être certains me reprocheront la facilité, etc., les appartements personnels de Stromberg dans L'espion qui m'aimait. Alors là, on est vraiment sur quelque chose de différent. On a les aquariums qui ont été tournés à Okinawa, on a les décors principaux qui ont été réalisés à Pinewood en Angleterre. Je veux dire, cet appartement, moquette épaisse, fauteuil high-tech, console par Sony, etc. On est vraiment sur du très grand décor. Mais l'appartement de Stromberg, pour le coup, c'est quelque chose de super intéressant graphiquement, parce que ça reflète finalement une forme de modernisme, une forme d'avant-gardisme, mais à la fois totalement ancrée dans son époque. Et je veux dire, après, on peut reprocher quelque part à Lewis Gilbert de ne l'avoir pas filmé comme il le devrait, parce qu'on a très peu de détails sur l'agencement de cet appartement, etc. Et je veux dire, il y a un côté très cosy, etc., qui apporte clairement un plus au film. Sit down, number 2. We will discuss your NATO project later. I regret to inform you all of the death of Spectre number 6. Colonel Jacques Bouvard was killed by an unknown assassin. His services will be greatly missed. Pour mon numéro 4, bon alors, je suis peut-être tombé dans la facilité. Sans doute. Ouais, peut-être. Ouais, peut-être pas. La salle de conférence du Spectre dans Opération Tonnerre, Thunderball 1965. Alors là, clairement, je pense que Ken Adam n'a rien inventé. Il a repris simplement des grands concepts qui avaient été posés sur papier par Ian Fleming, par Kevin McClory et avec des sièges piégés, etc. Et je veux dire, c'est proprement génial. Blofeld est masqué par des stores. On sait très bien qu'il y a des consoles pour pouvoir communiquer, etc. La salle semble absolument démesurée. Je dirais, à vue de nez, qu'elle fait entre 25-35 mètres de long. Je veux dire, tous les agents du Spectre sont les uns derrière les autres, etc. Ils n'écoutent que leur chef. Et je veux dire, ce décor-là, honnêtement, ça caractérise
ce qu'étaient les décors d'un James Bond et ce qu'allaient devenir les décors d'un James Bond. C'est super intéressant graphiquement. Je veux dire, effectivement, il y a toujours ce parti pris de l'austérité, de la sensation de danger. Et je veux dire, c'est super bien foutu. Et c'est une... Vraiment, pour le coup, c'est un très beau décor. Après, voilà, le classement que je fais, c'est un classement très personnel. Après, certains l'aimeront, certains ne l'aimeront pas. Peu importe, moi, c'est mon classement à moi. Mais je veux dire, quand on regarde Opération Tonnerre et quand on voit et quand on assiste à la réunion du Spectre, on se dit quelque part, bon, bah, ces gens-là, clairement, ils ne sont pas là pour le bien de l'humanité. Voilà, on ne va pas se raconter l'histoire. Anyway, there's absolutely no truth in this malicious rumor. But I started running mad cow disease stories simply because Angus Black. Excuse me, Mr. Carver. Yes. This is the new banker, Mr. Bond. James Bond. I always wondered how I'd feel if I ever saw you again. Pour mon numéro 3, ben, je dirais, pour synthétiser rapidement, il n'y a pas que Ken Adam dans la vie, il y a aussi David Tettersall aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que la séquence de la soirée d'inauguration du réseau satellite de Carver, ben, pour le coup, c'est pas un décor qui est vraiment remarquable, parce que c'est jamais qu'un studio d'enregistrement, etc., transformé en salle de bal, etc. Donc, quelque chose de très basique. Mais par contre, c'est l'éclairage. L'éclairage avec tous ces effets laser, etc., ça donne une richesse graphique qui est absolument remarquable. Et je veux dire, la façon en plus où les différents interprètes jouent leur rôle, que ce soit Elliot Carver, que ce soit James Bond, que ce soit Wellin ou Paris Carver, ben, je veux dire, honnêtement, ça apporte une richesse graphique au film qui est absolument remarquable. Je veux dire, en plus, le gros logo, c'est MGM. Je veux dire, honnêtement, c'est très bien foutu. Je veux dire, c'est pas le décor le plus emblématique, le plus remarquable de la saga, mais je veux dire, honnêtement, ça apporte énormément de plus-value au film. Et je veux dire, il y a quelque chose quand même qu'il faut remarquer, parce qu'on ne le dira jamais assez, cette ambiance bleutée, notamment au moment où James Bond redécouvre et rencontre à nouveau Paris Carver, avec ses ambiances bleutées, etc. C'est un petit peu ce qui a inspiré les décorateurs et les designers de l'exposition Bond in Motion à Bruxelles et plus tard à Prague, et aujourd'hui le Zero Action Vienna. Voilà, donc je veux dire, ça veut dire que quelque part ce décor ne laisse pas totalement indifférent. Et j'ai voulu le citer parce que quelque part, ça participe au côté graphique du film. Après, tout n'est pas réussi dans Demain ne meurt jamais, loin s'en faut. Mais ce décor-là, honnêtement, il méritait quand même d'être cité parmi les grands décors de la saga. The next subject on the agenda is the continuing mutual disarmament talks with NATO. I assume you've all read the General Gogol's report. It seems very thorough. Thank you, Comrade Chairman. In East Germany, under my direct command, I have 31 divisions, including... Pour mon numéro 2, naturellement, bon, j'en ai déjà parlé, et je n'aurai jamais assez de superlatifs pour en parler, c'est naturellement le décor du Présidium dans Octopussy. Alors là, on est vraiment sur de la tendance Peter Lamont puissance 25. On est dans la simplicité, on est dans la sobriété, on est dans l'aspect pratique, on est dans quelque chose qui finalement est un petit peu à l'instar du travail de Ken Adam. Je veux dire, on est sur quelque chose qui est absolument extraordinaire. La sobriété, l'utilisation du marbre, les plantes vertes derrière pour donner un petit peu de chaleur, on est clairement sur... comment je pourrais le qualifier parce que
un top 7, forcément, ça reste de fait un jugement personnel. Mais je veux dire, ce décor-là, waouh, waouh, avec la table ronde rotative, etc., le portrait de Lénine à l'arrière, etc. Je veux dire, on est vraiment sur du très grand décor, avec les effets spéciaux, l'écran qui se déploie, etc. Je veux dire, on est à la fois sur quelque chose de très chaud, par les propos qui sont échangés, mais quelque chose de très froid, par l'ambiance, par la lumière. Et je veux dire, ça pour moi, c'est vraiment l'archétype d'un décor d'un James Bond. Je veux dire, après, on ne sait pas, et personne ne sait, comme Ken Adam a essayé de reconstituer en 1964 l'intérieur de Fort Knox, on ne connaissait pas l'intérieur du Présidium. Mais je veux dire, c'est une très belle réinterprétation de ce que pouvait être quelque part l'art soviétique. Portrait de Lénine, du marbre partout, très froid, des plantes vertes, une table rotative, des technologies de haut niveau en 1983. Et je pense que Peter Lamont a essayé de synthétiser un petit peu l'esprit de ce que devait être un James Bond ancienne époque, c'est-à-dire époque Ken Adam, mais aussi avec sa propre patte. C'est difficile à expliquer, c'est très difficile à expliquer, mais j'aime beaucoup ce décor parce que quelque part, il y a une forme de modernisme, de conservatisme, mais aussi d'austérité. Je veux dire, c'est un mix des trois qui est très compliqué à trouver et je pense que pour le coup, Peter Lamont l'a parfaitement trouvé. Et en plus, bon, compte tenu des débats qui se déroulent, ben, je pense qu'il a fait, il a fait carton plat. Vodka martini. Plenty of ice, if you can spare it. Mojito. Et pour mon numéro 1, allez, comment ne pas parler un petit peu des décors de Moonraker. Moonraker, c'est le film qui est le plus excessif en matière de décors. La station spatiale, la centrifugeuse, mais au-delà de ça, il y a le décor de la Great Chamber. La Great Chamber, bien avant le studio Mondrian, dans laquelle les Moonrakers décollent, etc., tout ça, la salle d'incinération, etc., c'est du Ken Adam puissance 25. On est face à un décor qui essaye de mixer trois tendances. Une tendance très antique, avec des statues mayas, etc. Le côté écologiste, avec les orchidées, etc. Et le côté très moderne, ponton en acier, etc. Et le traitement des pierres. Le traitement des pierres, Ken Adam, épaulé par Max Douy, qui a réalisé en France tous les décors. Ken Adam n'a fait que faire les dessins. Max Douy et son équipe ont réalisé les décors. On est sur quelque chose qui est... qui s'achemine quelque part au sublime. On est sur quelque chose qui finalement sublime la scène, sublime le film, et finalement renvoie à une impression générale du film, c'est-à-dire on a les moyens, on a mis les moyens, et ça se voit à l'écran. Je veux dire, la scène de la Great Chamber, avec
comme je le disais, le ponton, les plantes vertes, les statues mayas, etc. La fontaine, entièrement naturelle, etc. Et le traitement des pierres, un petit peu vitrifiées, etc. Je veux dire, on sent clairement le studio, mais sans sentir clairement le studio. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu un parti pris de Ken Ham de vouloir traiter ce plateau et ce studio et ce décor comme quelque chose d'hors du commun. Et je pense que pour le coup, l'exercice est réussi. On n'est pas totalement dans quelque chose de naturel, on sent clairement que c'est artificiel, mais c'est artificiel à bon escient. Et je veux dire, comment je pourrais qualifier ce décor? C'est tout simplement du sublime. C'est tout simplement du sublime parce qu'on sent clairement qu'il y a une volonté de montrer l'argent qui a été dépensé. Et je veux dire, tout est réussi, tout est naturel, et en plus, ça a été filmé d'une manière absolument exceptionnelle, et je n'ai pas peur des mots, par Jean Fournier. Je veux dire, ce décor-là, je pense qu'il est la synthèse du travail à la fois de Ken Ham et de ce que doit être un James Bond. Voilà. C'est ce que je voulais dire ce soir. Après, ça reste, comme je vous l'ai dit, un point de vue personnel. Peut-être que j'ai oublié certains décors. Peut-être que j'aurais pu parler d'autres choses. Mais toujours est-il que c'est ce que je voulais dire ce soir. Et je me suis souvent posé la question, et j'ai posé la question en amont, mais pour vous, quel est le décor le plus emblématique? Franchement, si moi, on me posait la question, je serais bien incapable d'y répondre. Tellement la saga James Bond est riche en décors, et au point, comme je le disais en ouverture de cette vidéo, que c'est devenu quelque part un code. Un code qui a été quelquefois dévoyé, quelquefois trop subliminé. Je veux dire, après, on pourrait parler aussi de décors notables. Le Casino Dispo City, conçu par Peter Lamont, n'est pas totalement à jeter comme le bébé avec l'eau du bain. Peut-être que la salle des machines de la centrale thermique de Scaramanga, conçue par Peter Norton, n'est pas totalement à jeter non plus. Encore qu'on aurait beaucoup à en dire. Mais je veux dire, les décors de James Bond, je pense que c'est tout simplement un élément fondamental. Et à titre personnel, je pense que là, le prochain film, qu'on verra peut-être en 2026, peut-être en 2027, serait bien inspiré de cette tendance-là qui a fait finalement ce que la saga est aujourd'hui, c'est-à-dire tout simplement intemporel. Merci à tous et à toutes de m'avoir suivi. Merci de nous suivre. Pensez encore une fois à vous abonner, à liker, à partager. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et peut-être qu'on aura l'occasion de reparler d'un nouveau code de la saga.